Très heureuse, comme directrice de l'Institut français, conseillère de coopération et d'action culturelle, de vous accueillir ce soir, premier partenaire et co-constructeur avec nous de ce projet YALLAB. Et puis tous les candidats plus nombreux jour après jour qui répondent à cet appel à projet, un peu fou que nous avons lancé. Alors avant toute chose, je voudrais vous préciser que ce projet, en fait, il répond à l'ambition que nous avions avec mon équipe de placer l'innovation au cœur de l'Institut français, et notamment qui est aujourd'hui la galerie immersive, que vous avez vue à l'entrée, et qui accueille nos installations de réalité virtuelle, et qui va se poursuivre en janvier avec la transformation de l'espace à nouveau, et puis de cette galerie, pour créer notamment un rendez-vous régulier d'accueil de start-up, ainsi que des rendez-vous de la French Tech Tunisie, qui vient d'être lancé, vous le savez, et qui se réunit. Il répond également, ce projet, à la priorité autour de laquelle nous avons concentré notre action, l'ambassade et l'Institut français, en Tunisie. Et il permet finalement de faire le pont entre ces deux secteurs, celui de l'innovation et celui de l'éducation, qui sont, je crois, deux richesses en Tunisie. Alors YALLAB, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement de porteurs de projets en réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, son immersif, robotique, etc., pour le développement d'outils immersifs dédiés à l'éducation et l'apprentissage des langues. Il a pour vocation de favoriser le développement de ces nouveaux outils en proposant sur une durée de 6 mois aux porteurs de projets que nous sommes en train d'identifier un cadre et une méthode d'expertise numérique et une expertise pédagogique. Il s'agit d'un projet innovant et aussi pilote qui nécessite que se construisent en même temps à la fois de ce que l'on nomme aujourd'hui l'EdTech, c'est-à-dire l'éducation et technologie, afin de favoriser l'émergence d'outils et de contenus et services innovants. Ces contenus et services qui doivent être fondés sur des nouveaux usages et les technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, les agents conversationnels, réalité immersive, etc. Tout cela au service, donc je l'ai dit, de l'apprentissage notamment du français, motivant et de qualité bien sûr, mais aussi des autres langues, arabe, anglais, et donc finalement du plurilinguisme. YALLAB, c'est aussi un projet qui est devenu un projet politique. Il s'inscrit en effet dans le cadre du plan Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme, qui est un projet qui a été lancé par le président de la République Emmanuel Macron le 20 mars 2018, et qui est devenu finalement YALLAB, qui était une initiative qui préexistait à ce projet, finalement est devenu un peu le projet pilote de cette initiative, de cette fabrique. Il a pour ambition donc de contribuer par une approche immersive, accessible et innovante et ludique, j'insiste aussi sur le terme ludique, à l'apprentissage des langues afin de renforcer encore une fois le plurilinguisme, le multiculturalisme et d'offrir aux apprenants finalement de nouvelles opportunités professionnelles. Alors afin de réaliser cet objectif, nous avons souhaité d'abord deux choses: fédérer et valoriser l'expertise française et tunisienne dans le domaine de l'enseignement innovant, celui des langues évidemment, au sein d'un programme d'accompagnement de 2 projets d'éducation numérique locaux sélectionnés à partir du premier appel à projet. Cet appel à projet, vous le savez, nous venons de le lancer et il dure dans les 6 mois qui viennent. Et puis également, toute l'expertise EdTech française et tunisienne va être sollicitée dans cet accompagnement, mais aussi de permettre une expérimentation des outils qui vont être développés durant ce programme. Ces outils seront en effet testés auprès des écoles publiques, notamment auprès des centres de formation professionnelle, auprès des universités et auprès des services de cours de langue, notamment ceux de l'Institut français. Ce que deviendra YALLAB se mesurera finalement à ce que nous en ferons. Ce projet, il est entre nos mains et entre vos mains, à tous qui êtes ici présents, avec l'appui d'investisseurs et de chercheurs qui souhaiteront soutenir cette initiative. À travers YALLAB, nous sommes en effet en train de découvrir le formidable intérêt que suscite l'EdTech tunisien et l'expertise EdTech France, mais aussi les passerelles qui restent encore nombreuses à construire, éducatif au service de l'apprentissage des langues, un apprentissage qui pourrait bien être révolutionné, en tout cas c'est ce qu'on veut croire par ce projet. Alors, puisse cette soirée finalement être l'occasion de tisser les premiers liens que nous souhaitons pérennes entre ces deux univers, qui ne se rencontrent pas assez, et qui pourraient être
l'un des symboles en tout cas de l'avenir de la Tunisie. Je voudrais remercier mon équipe, notamment Claudie Pion et celles et ceux qui autour d'elle travaillent, et relever le défi de se consacrer à porter le développement de cette idée, sans doute un peu folle de départ, je vous l'accorde, mais ce n'est qu'avec un peu de folie, je crois, que nous faisons de belles et grandes choses, et je suis sûre que YALABS deviendra une belle et grande chose. Merci de votre attention. Bonne soirée. Je vais laisser la parole à Chérine et Claudie Pion, qui vont vous en dire un peu plus sur la manière dont se construit ce projet. Et puis dans un deuxième temps, les premières équipes qui ont travaillé sur cet appel à projet vont venir pitcher les propositions qu'elles ont pour répondre à cet appel à projet. Merci de votre attention. Bonsoir à tous, je me présente, donc Chérine Aglar, je suis la chef de projet numérique YALABS. Je suis en charge de la méthodologie de conduite de projet, je pilote sa conception et je supervise la production de son programme en coordination avec les différents acteurs et partenaires internes et externes. En ma qualité de franco-tunisienne, je suis très fière de contribuer à ce beau projet qui crée des ponts entre les deux rives à destination de l'éducation. Donc je vais maintenant vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est le projet YALABS et je vais surtout commencer par vous expliquer ce que sont les technologies immersives. Donc quand on parle de technologies immersives, on parle de simulation d'un environnement numérique avec lequel on peut interagir. On joue sur les capacités sensorielles et motrices. Donc dans ces technologies immersives, on trouve la réalité virtuelle, qui est donc une immersion de l'utilisateur dans une réalité simulée et on lui permet d'interagir avec plusieurs univers calculés en images de synthèse. Deuxième type de technologie immersive, réalité augmentée, donc qui consiste à superposer en temps réel, qu'elles soient en 2D ou en 3D, à la perception de notre réel. Nous avons également du son immersif, qui permet une spatialisation améliorée des effets sonores tout autour des auditeurs et qui contribue à rapprocher l'action qui se déroule dans le casque de l'auditeur. Et nous avons également de la robotique, donc la robotique éducative qui consiste à faire découvrir l'environnement robotique, le codage et contribue au développement des apprentissages sous forme ludique. Et nous verrons tout à l'heure justement quelques porteurs de projets allant dans ce sens. Ce qui est sûr aujourd'hui, nous sommes convaincus que les technologies immersives ne sont plus à remettre en question. Elles redéfinissent nos pratiques et nos métiers. L'idée avec YALABS, c'est de se positionner. Donc nous avons commencé une réflexion sur les technologies immersives il y a quelques temps de cela, appliquées à l'éducation. Et plusieurs questions en sont sorties. Comment ces innovations pourraient transformer la façon dont nous apprenons? Quelles possibilités les numériques offrent-ils pour une éducation massive, personnalisée, collaborative et performante? Est-il arrivé le moment d'adapter peu à peu l'éducation et les apprentissages à notre monde numérique et aux nouvelles générations? YALABS est né de ces réflexions. J'appelle donc Claudie Pion pour nous raconter la genèse du projet. Merci Chérine, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour, je crois. Je dis souvent avec amusement quel est mon cerveau numérique. Alors, comment a commencé ce projet? Alors, avant Chérine, il y avait le projet que vous a présenté Sophie Renaud, notre directrice, qui était une belle idée de l'Institut français à Paris et entre autres d'elle. Et il s'agissait, dans sa demande, de rassembler des acteurs du numérique pédagogique et puis des acteurs des technologies innovantes. Mais on voulait que ce soit vraiment tunisiens et français, mêlés, réunis pour essayer de répondre à cette problématique que nous avions créée.
Alors, on a commencé par réfléchir déjà au niveau de la recherche. On a essayé de voir s'il existe et à leurs habitudes qui sont déjà beaucoup plus numériques qu'on ne le croit. Et donc cette désaffection nécessite de trouver des outils et des contenus qui vont permettre d'être plus attractifs. Chérine parlait tout à l'heure de son immersif, par exemple. Hier, nous avons reçu un enseignant malvoyant qui enseigne le français dans une classe de non-voyants. Eh bien, il est à la recherche désespérée de livres en braille, et nous nous sommes dit, en voyant l'insuffisance de ressources dont il disposait, qu'éventuellement le son immersif pourrait être, pour ces enfants, un outil extraordinaire pour apprendre les langues. Voilà un exemple des projets qui sont en train de se construire, pour l'instant, dans nos esprits. Alors ensuite, on s'est dit, que pourrait être un futur laboratoire qui permettrait d'expérimenter un outil immersif? Parce qu'en effet, construire un laboratoire en Tunisie, c'est répondre aussi à un deuxième enjeu, alors plus économique celui-là, moins éducatif et plus économique, parce que le secteur du numérique, on le sait en Tunisie, et finalement c'est le numérique qui l'emporte en termes de produits intérieurs bruts. Donc, ce qui en fait un secteur non seulement vivant, mais dynamique, et même une référence nationale et internationale. Donc, en allant dans ce sens, on accompagne aussi, on l'espère, un enjeu économique. Alors, on a réuni des pédagogues, des linguistes, des inspecteurs de l'éducation nationale, des experts technologiques, des enseignants et des développeurs. Certains sont là aujourd'hui, on est heureux de retrouver notre petit comité de départ, des producteurs de contenu. Les inspecteurs et les spécialistes universitaires étaient des gens qui travaillaient sur les sciences cognitives, sur les centres de l'éducation, sur le français langue étrangère. Et puis nous avions avec nous l'AUF, des startups déjà naissantes. Et nous avons rassemblé tous ces experts tunisiens et français pendant une semaine en février, en présence aussi de nos amis de l'Institut français, pour essayer ensemble de construire ce que pourrait devenir le projet YALAB. YALAB, vous avez tous remarqué qu'il y a un jeu de mots. On y va, lab. Alors, quelles étaient les questions qui ont structuré cette semaine de réflexion? Ce sont des questions qui ont peu à peu fait émerger ce qu'est aujourd'hui YALAB. Ces questions, c'était des questions structurées en projets petit à petit. Et dès le départ, nos interlocuteurs et le comité de pilotage que nous avions réunis ont manifesté un vif intérêt pour ce que nous étions en train de construire. Donc, nous nous sommes dit que YALAB pourrait créer un accompagnement, un programme sur mesure, destiné à des créateurs, développeurs, start-upers, universitaires, porteurs de projets EdTech, bilingues ou plurilingues. Pour faire quoi? Mais pour développer des outils immersifs, des nouvelles offres d'apprentissage. En direction de quel type d'apprenants? Des apprenants adaptés, enfin des outils adaptés et destinés à des publics de tout âge, partout en Tunisie. Pour relever quel défi de l'apprentissage? Celui d'être un soutien aux cours de langue actuels tels qu'ils sont définis. Et donc le cœur de notre action éducative en Tunisie, c'est l'innovation pédagogique, puisque nous nous efforçons, aux côtés du ministère de l'Éducation, d'accompagner cette volonté de réforme que manifeste le ministère de l'Éducation, de donner aux enseignants de langue, de français, d'arabe, d'anglais, des méthodes innovantes, mieux adaptées aux besoins des jeunes d'aujourd'hui. Et donc ces méthodes innovantes sont très proches des méthodes pédagogiques qu'on appelle ludiques, et qui pourraient être en effet tout à fait portées par des outils que nous espérons voir se construire assez vite. Voilà, comment allons-nous faire tout ça? Je redonne la parole à notre chef de projet. Comment allons-nous faire tout ça et comment avons-nous procédé jusqu'ici? Dans un premier temps, nous avons entamé des partenariats avec l'écosystème entrepreneurial. Je vais citer le CDL, Minasa, AFCAF, Flat6 Labs, Biatlabs, type DCE que j'ai été interrogé ces derniers temps, que j'estime être des générateurs de croissance qui m'ont conseillé sur la manière de sourcer ces projets qu'ils avaient déjà dans le catalogue pour certains, mais aussi
sur la manière de les mettre en avant et de monter un programme cohérent avec cette idée d'éducation technologique. Nous nous adossons donc à leur expertise pour sourcer les porteuses de projets technologiques et aussi pour les accompagner sur le plan business. La deuxième étape a été d'aller voir aussi les acteurs de l'éducation et de la formation. Donc je vais citer le CNP, l'École Esprit, le CNAFIF, le CNAFOP, l'AUF également, le CNTE, avec qui nous avons généré un dialogue pour identifier les besoins et initier des réflexions communes. Ça nous a également permis d'identifier des publics d'apprenants tests, de sourcer également des porteurs de projets issus des universités, des chercheurs, et surtout de créer une synergie et une pertinence entre le médium, qui serait la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique ou le son immersif, et son contenu. Il faut assurer un continuum éducatif et s'assurer que ces outils que nous développons soient cohérents avec les programmes scolaires actuels. Nous avons donc dans un troisième temps lancé un appel à projet le 13 novembre dernier, qui va se prolonger jusqu'au 13 décembre prochain, à destination de ces talents EdTech que nous avons sourcés tunisiens et français. Ils sont porteurs tous d'un projet EdTech intégrant des objectifs d'apprentissage de la langue française, mais aussi un apprentissage immersif, actif et personnalisé, avec des éléments de vérification de cet enseignement. Donc les candidats retenus seront sélectionnés par un jury d'experts EdTech franco-tunisien sur des critères tels que la qualité de leur vision pédagogique, la qualité de l'interface numérique proposée et l'impact mesurable de ces deux qualités compilées. Et une fois les projets sélectionnés, nous irons repiocher dans les deux partenariats éducatifs et entrepreneuriales pour recruter des experts qui viendront, eux, former des équipes projets pertinentes pour accompagner et surtout co-créer ensemble un programme sur mesure pour nos invités là-bas. L'idée également est de valoriser l'expertise EdTech française. Donc, nous inviterons régulièrement durant ces 16 semaines de programme des experts EdTech France à intervenir, échanger et venir enrichir ce projet YALA dans une optique de coopération, bien sûr. Nous identifierons également des publics d'apprenants tests cohérents avec les projets sélectionnés. Ce qui est certain, c'est que la réalité virtuelle s'adapte à un certain public, qui sera sûrement plus âgé, qui aura sûrement plus de 13 ans. La réalité augmentée peut accompagner des jeunes enfants, tout comme la robotique ou le son immersif. Donc l'idée est vraiment de trouver des publics d'apprenants cohérents avec les outils sélectionnés. Et bien sûr, tout cela pour mener une expérimentation de ces outils, mais aussi sur les résultats et sur la durée. Je vais appeler Wassim Jouini de la société 5 Points, qui nous accompagnera sur cette partie d'évaluation et d'expérimentation. Je te laisse la parole, Wassim. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse 5 Points, donc je vais prendre 30 secondes pour introduire un petit peu ce qu'on fait. 5 Points, c'est une start-up tunisienne et son pitch est assez simple. On cherche à rapprocher le talent des entreprises. Et le talent chez nous, c'est une personne qui a une compétence, qui cherche à la valoir sur le marché de l'emploi. Donc on fait ça comment? On fait ça via deux choses. La première, c'est une académie. Donc on fait des formations et des bootcamps pour faire monter les gens en compétences et leur faciliter l'intégration en entreprise. Et la deuxième chose, c'est un ensemble d'outils en ligne qu'on a développé pour l'évaluation de compétences et pour le recrutement, et qui nous permet justement de rapprocher encore une fois le talent de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on va collaborer avec YALAB? On va collaborer avec YALAB sur deux volets. Le premier, bien sûr, sur le volet de l'académie, puisqu'on va permettre d'ouvrir notre académie aux différents projets de YALAB pour tester avec nos candidats ces outils-là et vérifier leur l'impact sur leurs compétences linguistiques. Mais la deuxième chose, c'est qu'on va fournir et mettre à disposition nos outils d'évaluation de compétences pour les projets YALAB. Pour ça, on va avoir un processus qu'on mettra en place. Donc tout le long du programme, depuis le début et au fur et à mesure de l'avancement du programme, on pourra faire comme ça des tests sur les candidats, projet par projet, et voir comment les compétences des candidats avancent. Bien sûr, tout ça se passera grâce à une plateforme en ligne. Donc
les candidats pourront passer ces tests-là en ligne, les personnes qui travailleront sur ces projets, bien sûr toute l'équipe YALAB aussi, toutes ces personnes-là pourront suivre ces tests-là, pourront suivre l'impact de ces projets-là, et on pourra, je l'espère, faire aussi une évaluation du projet YALAB dans son ensemble, grâce à l'amélioration qu'on observera sur les compétences linguistiques de ces candidats-là. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on va participer ensemble, et j'espère que ce sera un bon succès. Merci Wassim. Donc effectivement, l'intervention de Wassim nous permettra d'assurer que le continuum éducatif est respecté et que les outils développés sont fonctionnels et optimaux. Donc l'expérience YALAB, en gros, pour donner un peu la suite des événements, ça va être 16 semaines d'accompagnement sous différents formats, coaching, ateliers, conférences, événements, EdTech. Ça va être également un financement des projets, un accès au réseau éducatif et technologique de l'Institut français Paris et Institut français Tunisie. Et après validation, suite à l'évaluation, une distribution des produits dans les réseaux scolaires partenaires et demandeurs. Et vous allez me dire, et pour les partenaires, donc 3 volets EdTech seront survolés et surtout en ayant une envie de pousser les formations des enseignants sur les sujets des nouvelles technologies. Il y aura donc une introduction aux technologies et outils permettant une transmission du savoir efficiente, une introduction également aux méthodes éducatives pour apprendre à apprendre via les technologies immersives, et une introduction au système de gestion de l'apprentissage technologique et son évaluation. Le calendrier YALAB. Donc, la clôture de la YALAB projet aura lieu le 13 décembre prochain pour une annonce de résultats en janvier 2020. Le début du programme aura lieu début mars. L'expérimentation se fera tout au long du programme, mais aura lieu surtout sur les résultats en septembre et octobre 2020 pour une communication des résultats en décembre 2020. Les enjeux YALAB, 3 ont été identifiés jusqu'ici, donc ça va être de préparer les publics d'apprenants à accueillir ces nouvelles méthodes d'apprentissage et ces nouveaux médiums, mais ça va être également de former l'écosystème de l'enseignement pour obtenir des nouvelles méthodes tirant parti de ces nouveaux supports. Et enfin, guider les établissements scolaires vers l'intégration de ces nouveaux médiums et de ces nouvelles méthodes d'apprentissage. Donc, côté YALAB, côté Institut français, nous restons convaincus d'une chose, c'est que l'immersion technologique favorise la compréhension des concepts, facilite l'apprentissage et la rétention, et renforce la créativité et l'engagement des élèves. Et pour finir, une réflexion, YALAB part d'une réflexion collaborative et mène une action aujourd'hui collaborative. Nous voulons identifier les acteurs pertinents, les fédérer, mettre en place une expérimentation pour mieux diffuser l'éducation technologique. La charte de valeur YALAB aussi est très importante, nous ne la perdrons pas de vue. Ce sera donc l'apprentissage par le jeu, l'envie de s'accomplir et d'accomplir, l'égalité des langues, l'accueil, la découverte multiculturelle, l'accessibilité et le partage. Donc je vous remercie pour votre attention et je vais appeler maintenant les candidats au pitch que je tiens à remercier. Je vais les citer dans leur ensemble. Emine Benassi pour Code Envy, Ahmed et Anouel Bier pour Taderok, Madame Mariam Jaiden pour Debol, Emna Lassar pour IDs, Mohamed Ali Mideni pour DCX, Mohamed Ben Khalifa pour Voxlab et Melek Benoulam pour Audiophile. Merci de votre attention et place aux candidats. Est-ce que Voxlart est là, Mohamed Ben Khalifa? Comment?
Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour être présent et pour nous accompagner durant cette projection et ce pitching du projet mené par le studio Voxala. Donc avant tout, je me présente, je suis Hamid Khalifa. Donc je suis à la tête d'un studio qui s'appelle Voxala. Donc notre studio, c'est un studio spécialisé dans la création de contenu digital 3D. Donc on est spécialiste dans la production des applications. Excusez-moi. C'est ça. On reprend alors Voxala Studio, c'est un studio spécialisé dans la création de contenu digital 3D. Et ce qu'on propose à travers ce studio, ce sont des solutions ludiques, bien évidemment, et des jeux sérieux, ainsi que des expériences immersives, basées principalement sur des technologies tendances, des technologies immersives et interactives, à voir des femmes. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, ainsi que la réalité mixte aussi. Et tout ce qu'on est en train de produire, il est orienté et dirigé vers principalement deux secteurs. Le premier, c'est le secteur du patrimoine culturel, et le deuxième, c'est l'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle principalement pas comme un privilège, mais comme étant un droit pour l'enfant, comme cité et noté dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Malheureusement, nombreux sont les enfants qui sont privés de ce droit légitime, être intégrés dans une société et avoir un impact dans notre pays. Donc la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie et encore la dysgraphie. Ce sont les 4 facteurs majeurs, les piliers majeurs, qui constituent ce qu'on appelle les troubles visio-spatiaux. Ces troubles, ils injectent et ils causent une difficulté de saisie, d'analyse et de traitement d'informations pour les enfants. Mais avoir conscience de ces problématiques, c'est une chose, de les vivre, c'est autre chose. Et c'est ce que j'ai vécu durant notre participation, bien évidemment, dans un projet qui a été élaboré par le J-Art Lab en collaboration avec l'APAT, l'Association des parents et des amis des enfants handicapés en Tunisie. Donc en accompagnant ces enfants et en discutant surtout avec le corps pédagogique, que ce soit à travers les éducateurs ou que ce soit à travers les ergothérapeutes, on a constaté qu'il y a principalement une défaillance, un manque de concentration, un manque de taux d'assimilation d'informations pour les enfants quand il s'agit des techniques d'apprentissage et de passage de savoir et de savoir-faire, les techniques classiques. Donc la concentration elle est presque absente chez ces enfants. Et par contre, quand il s'agit d'une autre approche, l'approche ludique, l'approche là où on implique l'enfant pour qu'il puisse intégrer une expérience d'apprentissage, non pas des expériences classiques de transfert et de réception d'informations. Donc on a constaté que le taux de concentration et d'assimilation et ainsi d'implication de l'élève est encore et visiblement plus important. D'où vient le projet Francine, venant du mot français et facile. Donc c'est une solution qu'on propose, que Voxala, bien évidemment, a élaboré à travers c'est un pack en fait, constitué de 3 piliers principalement. Le premier, c'est une application basée sur la réalité virtuelle et elle est dédiée pour l'élève. La deuxième, c'est une application mobile qui sera dédiée pour l'éducateur. Et la troisième, c'est un système basé sur l'Internet d'objets, Internet of Things. Pour la première application qu'on va dédier pour l'élève, ça sera tout simplement un jeu dans lequel l'élève il va voyager dans un univers pertinent pour commencer à apprendre et à se focaliser. Pour commencer, il va choisir un des avatars le plus préféré pour lui, bien évidemment. Donc, il va choisir un avatar qui va lui accompagner durant cette expérience et durant laquelle il va apprendre toutes les notions de l'espace, de la couleur, des chiffres et des lettres, ainsi que les volumes aussi. Durant cette expérience, bien évidemment, on va impliquer, intégrer et injecter dedans toutes les techniques de la réalité virtuelle. Donc, il y aura de l'interactivité avec le milieu et l'enfant qui sera
et il va vivre une expérience immersive 100%. De l'autre côté, on propose aussi une deuxième application. Cette application, elle est dédiée principalement à l'éducateur, là où il va avoir accès, il va contrôler et il va faire des suivis ainsi qu'un système d'évaluation pour l'expérience que l'élève a vécue. Bien évidemment, cette application, elle n'est pas seulement dédiée pour l'éducateur, mais aussi c'est un système, là où on a commencé à impliquer les parents dedans, à travers un système de notification pour qu'on implique les parents dans le système éducatif aussi. Mais si on parle d'enfants, de troubles visuo-spatiaux et de réalité virtuelle, bien évidemment, une question qui se pose, la santé et l'état de santé de l'élève. D'où vient le troisième anneau? C'est une application basée sur l'Internet des objets, là où on va intégrer un système de contrôle sur le rythme cardiaque de l'enfant lors de l'expérience, et comme ça on va envoyer en temps réel des notifications à l'éducateur ainsi que ses parents aussi, il y aura, ça sera un élément crucial pour pouvoir évaluer l'état de santé de cet élève. Bien évidemment, ce n'est pas seulement pour évaluer, mais aussi pour savoir est-ce qu'il est excité, surexcité, ou est-ce que même il commence à s'ennuyer. Et comme ça, on peut évaluer l'expérience et améliorer le contenu au fur et à mesure. Donc, ce qu'on attend du projet YALA, c'est tout simplement l'accompagnement, la connexion avec les experts et les corps pédagogiques, ainsi que la médiatisation pour qu'on puisse atteindre le maximum possible de public. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vais appeler maintenant Émile Benesse pour Code and Build. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Émile Benesse, un ingénieur en technologie avancée, diplômé de l'École nationale de sciences et technologies avancées de Bourg-Chérir, et je suis le CEO de la startup Code and Build. Code and Build est une startup dans le domaine de l'éducation technologique. Nous améliorons l'apprentissage des sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques chez les enfants âgés entre 5 à 10 ans. Notre cursus commence par leur apprendre la logique algorithmique à travers des jeux de logique de robotique et sans l'utilisation d'ordinateurs. Historiquement parlant, l'avancement technologique a enregistré une croissance très rapide par rapport à l'évolution éducative, ce qui a créé un gap en éducation en STEM, et ceci donc augmente le risque que nos enfants deviennent des utilisateurs passifs de nouvelles technologies. Pour aider à rejoindre cette transmission technologique, nous avons proposé comme un premier produit un robot programmable à carte intelligente, une maquette sur laquelle le robot peut se déplacer sur une série d'ordres choisis par l'enfant. Nous avons concentré comme un premier axe sur la logique algorithmique parce qu'il est nécessaire pour les enfants d'entre 5 à 10 ans. Comme un premier maquette, on a développé un pack guide de trésor. Dans cette pack, l'enfant va programmer le robot pour des différents niveaux en utilisant juste des cartes intelligentes et pas d'un ordinateur, c'est des simples cartes pour faire le codage. Différents niveaux, et aussi impliquer des algorithmes avancés comme la boucle répétée ou la boucle if, aussi d'intégrer un écran pour avoir les instructions utilisées dans le robot. Aussi, ce robot-là, il peut être intégré dans l'application bilan en utilisant une maquette pour avoir l'apprentissage des alphabets. Ce qu'on est diffère des autres, on est disponible pour des enfants entre 5 à 10 ans, on est plus là et on prévoit une plateforme pour mettre en reliaison les parents et les enseignants dans une seule plateforme pour faire l'échange au niveau des étudiants. Derrière Code and Build, je les mène au niveau du marketing, c'est le design de produits, Polo c'est le design graphique et Bastien c'est notre ingénieur en embarqué. Et merci pour votre attention. Maintenant, je vais appeler Emile Alassa pour IDs.
Alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je me présente d'abord, je m'appelle Emna Alsa et je vais vous parler de la lecture en Tunisie. Donc, je vais vous parler de la lecture en Tunisie. 85% des Tunisiens n'ont pas lu les livres durant les 12 derniers mois. 70% n'ont pas de livres chez eux. Alors nous, on s'est intéressé au pourquoi du comment. On a effectué des études de marché pour comprendre pourquoi, d'où venait ce désintérêt pour la lecture. La première raison, c'est l'analphabétisme. Le taux élevé d'analphabètes en Tunisie, qui est aux alentours de 20%. La deuxième raison, c'est la non-maîtrise de langue. Nous, les Tunisiens, on parle un peu toutes les langues, mais on n'en maîtrise aucune de A jusqu'à Z pour pouvoir lire un livre. La troisième raison, c'est le prix élevé des livres. La quatrième raison, c'est le manque de temps. 5, l'ennui. Nous, les Tunisiens, on est tout le temps sur nos smartphones, sur nos ordinateurs portables, et une très grande majorité ne veut plus du livre traditionnel papier. La sixième raison, c'est la visibilité des livres qui est quasi inexistante. Alors nous, pour remédier à tout ça, ce qu'on s'est proposé de faire, on a créé IDs. Tout simplement, ce qu'on propose, c'est des livres audio en dialecte tunisien. Je vous explique ce qu'on fait. En gros, on prend des livres, on les traduit, on les enregistre et on les produit. On les commercialise bien sûr ensuite. Alors on a déjà fait avec Le Petit Prince, que vous pouvez retrouver dans le hall de la médiathèque, ou sur notre page Facebook IDs Tunisie, vous pouvez écouter un échantillon. Alors pourquoi on fait tout ça? Tout simplement parce que, en un sens, ce qu'on souhaite faire, c'est accessibiliser la culture, donner les mêmes chances à tout le monde de s'instruire, que vous ayez fait des études ou pas. Vous pouvez écouter du Saint-Exupéry, du Ibn Khaldoun et comprendre les idées et les différentes manières de penser de ces auteurs très simplement. Ou si vous êtes une mère de 3 enfants et que vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez écouter votre livre audio en voiture en allant au travail. Ou encore, si vous avez un enfant de 5 ans et que vous voulez qu'il apprenne le français, vous pouvez lui donner un livre audio en dialecte et avec un support écrit en français. Tout ça pour dire qu'il y a une infinité de possibilités, de features du concept qu'on propose. Alors sur le long terme, pour joindre l'utile à l'agréable, on va se retrouver avec une quantité énorme de textes originaux en français et de textes traduits en dialecte tunisien. Et nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite faire, c'est monétiser toutes ces datas efficacement en créant un logiciel AI à l'aide de l'intelligence artificielle qui traduit du français au dialecte et vice-versa. Maintenant, pourquoi on est là? Les points communs qu'on a avec Yalab, c'est que nous aussi, à notre manière, on croit intimement à l'intégration du numérique au service de l'éducation. Et ce qu'on attend de Yalab, c'est un accompagnement pédagogique et surtout l'accès à un réseau d'experts et de professionnels que nous, on n'a pas forcément. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Emma. Je vais appeler maintenant Ahmed et Anne Olivier pour Taderok. Bonsoir tout le monde. Au début, je remercie l'Institut français pour cette opportunité de présenter notre start-up pour la projection du projet ALAB.
Et aussi, c'est l'occasion de remercier Vladislav, notre accélérateur, qui nous accompagne toujours et nous pousse pour atteindre notre vision. Avant de présenter notre solution, vous connaissez tous que l'excellence dans les langues est indispensable pour réussir dans la vie professionnelle et aussi à l'éducation. Mais malheureusement, ça a besoin beaucoup de pratique et aussi ça demande beaucoup de pratique et la meilleure phonétique. Mais aussi les solutions pédagogiques existantes dans le programme officiel n'est pas adapté au comportement de l'élève de notre époque. Donc, la solution, c'est la technologie. Je vous présente ce soir, TEDEC, la récolte de 2 années scolaires dans l'édition des livres intelligents. L'idée, c'est donner vie aux livres à travers la technologie. Smartphone. On a lancé depuis 2017 une gamme de parascolaires français conformes au programme officiel, donc destinés aux élèves d'éducation primaire, de l'enseignement primaire et conforme au programme officiel. C'est un livre parlant qui arrive avec une application mobile pour aider l'élève d'être autonome dans sa lecture et son apprentissage de la langue française d'une façon ludique et interactive. Le concept est simple. Désolé pour les slides. Le concept est simple. Il suffit de scanner les pages du livre et profiter d'une lecture. Il suffit de scanner et profiter d'une lecture et un contenu immersif avec une lecture accompagnée avec des effets sonores explicatifs pour apprendre la bonne prononciation et comprendre vite le vocabulaire. Durant cette expérience, on a constaté la satisfaction de nos clients et grâce au feedback qu'on a collecté, nous avons amélioré notre application. Par exemple, l'étudiant ou l'élève peut régler la vitesse de la lecture selon son niveau et aussi notre application nous donne la possibilité d'utiliser la réalité augmentée pour notre stratégie pédagogique. En collaboration avec l'Institut français et nos partenaires, on va améliorer le contenu de nos livres suivant les meilleures pédagogies et aussi favoriser un environnement d'apprentissage positif et innovant en classe ou à domicile pour toucher plus de 200 000 élèves dans les 3 années prochaines. Merci beaucoup. Il y a des flyers pour tester l'application, pour écouter une poème et un texte de 3e année du livre scolaire officiel de la ministère. Et aussi, ce n'est pas l'application officielle, c'est juste pour les tests. On a testé durant 2 années notre parascolaire. C'est mon désir de réussir. C'est un livre parlant. On a utilisé au début le QR code pour tester cette solution, mais maintenant il n'y a pas de QR code, il n'y a pas de problème de lumière sur le papier. Il y a la lettre augmentée dans la nouvelle édition de 2020-2021. Merci beaucoup. Je vais appeler Madame Malène Jalden pour le projet De Gaulle.
Je remercie en tout cas Yanab pour toute l'équipe Yanab pour cette expérience multidisciplinaire. Ce sont on va dire, des valeurs qui nous touchent beaucoup au niveau de l'équipe, cette multidisciplinarité pour aller vers l'interdisciplinarité. Petite rectification, ce n'est pas DBOL, c'est DBOL, c'est pour Decibel for All, non, au contraire, c'est voulu. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois expliquer, c'est ce qui nous importe. Donc pour présenter le code scientifique de notre équipe, Decibel for All, c'est une équipe qui est composée de nous sommes tous les 4 ingénieurs. Il y en a en télécommunication et donc en statistique. Et nous sommes tous les 4 docteurs. Et en ce qui me concerne, je suis professeur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Et nous sommes incubés au centre d'innovation de l'université de Tunis El Mana. Donc, pourquoi cette succession de visuels? Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui sont ici des enseignants et vous savez que souvent, la pédagogie, c'est souvent l'art de la répétition. Donc cet art de la répétition, il est difficile pour un enseignant pour permettre une certaine attention. Et si vous avez remarqué, donc dans le premier slide que j'ai présenté, vous voyez cette image-là. Elle a dû, je pense, vous intriguer un petit peu. L'idée, c'est qu'à chaque fois d'immerger dans une image les différents logos. Et donc votre réaction était sûrement de dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette image? Ça a dû vous amuser de voir des enfants en train de lire et de pédaler en même temps. La deuxième chose, peut-être que vous avez remarqué, peut-être certains d'entre vous ont dit, tiens, son image, elle est avec une qualité qui n'est pas forcément bonne. Et puis peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu, et que ce sont des choses pourtant qui sont mesurables, c'est le fait que peut-être ceux qui écrivent de droite à gauche, et non pas de gauche à droite, ont certainement perçu le logo des BOL avant ce qui écrit de gauche à droite. Donc tout ça, c'est extrêmement subtil, et c'est dans cet esprit que vient le projet que nous présentons pour Yanab. C'est le projet Inti-toi en un mois. Et c'est un module qui est aussi un module d'immersion, mais cette fois-ci on insiste sur l'audio. On croit beaucoup à l'audio dans l'équipe. Pourquoi? Parce que c'est à la fois peu complexe, donc c'est pas cher, donc ça peut être multiplié. Vous parliez tout à l'heure d'éducation de masse, ça le permet. Ce qu'il y a également de très bien dans l'audio, c'est qu'on n'est pas devant un écran, on a les mains libres et on peut, disons, à ce moment-là, marcher, se promener sans aucun problème. Donc, ce que nous proposons, donc, c'est un module numérique d'immersion audio pour les plateformes d'apprentissage du français. Et en regardant le rapport de synthèse 2018 destiné à l'OIF, donc l'Organisation internationale du français, quand on a regardé tous les outils numériques en ligne qui existaient, en particulier pour le français langue étrangère, on a vu qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait des publics, il y en avait des privés, il y en avait d'innovants, il y en avait d'autres non. Donc, qu'est-ce qu'on apporte, nous, là-dedans, au niveau de Decibel for All? Qu'est-ce qu'on apporte là-dedans? On va essayer de valoriser des travaux de recherche et développement que nous avons fait dans le cadre de trois projets. Le premier date d'il y a un petit peu moins de 10 ans, et c'était une action qui avait été faite avec un opérateur de télécommunications. Nous avions réussi à montrer, et nous avions réussi surtout à comprendre pourquoi les standards internationaux d'évaluation automatique de la qualité audio dans les réseaux téléphoniques, pourquoi elle était dépendante de la langue, et en particulier dépendante de la langue arabe.
Ça, c'était le premier projet. Le deuxième projet, qui est un projet, on a eu la chance d'ailleurs même d'initier et de travailler dans un très gros projet européen, Intelligible City for All. C'était un projet européen où il y avait une dizaine de partenaires, donc à la fois des partenaires, des utilisateurs finaux. Il y avait également des laboratoires de recherche, par exemple des gens de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, des gens de l'Université Paris-Descartes, des gens de l'Université technique de Munich, et également des entrepreneurs, dont le centre de recherche de FIAC par exemple. Qu'est-ce que l'on faisait, quel était l'objectif? La cible ici, c'était le senior, c'est-à-dire le senior qui a des pertes cognitives avec l'âge qui sont naturelles. Et donc ces personnes-là, qu'elles soient à l'intérieur de ce qu'on appelle les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, ou qu'elles soient dans des voitures, ont un certain problème de confiance en soi, un problème d'intelligibilité des annonces vocales, ont des problèmes pour localiser des alarmes sonores. Et ce que nous avons fait, qui commence à être notre fil conducteur au niveau du travail de notre start-up DBO, ce qui a été fait, c'est de proposer sans rentrer dans le détail, des plateformes d'accessibilité audio pour ces personnes-là. Le troisième projet que nous allons valoriser dans le cadre du projet La Diana, c'est un projet qui s'appelle Affective World. Cette fois-ci, la cible, c'est encore le conducteur, mais le conducteur qui nous intéressait, c'était le conducteur dans des véhicules soit électriques, soit des véhicules, dans des futurs véhicules autonomes. Et l'idée était de trouver un score, de faire une classification du niveau de stress du conducteur dans les véhicules, de son niveau d'attention et son niveau de charge mentale. Donc je pense que vous avez compris un petit peu l'analogie qu'il y a. Ce que nous allons proposer dans l'application, dans ce que nous proposons pour Yana, c'est de mettre notre savoir-faire qui est à la fois en audio et en affective computing, de le mettre au service de l'apprenant qui va d'une certaine manière conduire une plateforme, et cette plateforme-là, elle-même, nous voulons la considérer comme une installation immersive. Je vais aller rapidement sur le point de départ du projet. C'est ce que beaucoup ont rencontré, c'est cet engagement insuffisant pour les élèves, les étudiants, l'apprenant d'une manière générale sur la plateforme d'apprentissage. Et l'idée, c'est de lui redonner envie d'apprendre sur cette plateforme. Donc comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va le faire? C'est en faisant disons pour faire court, faisant une perception audio augmentée de l'apprenant. Pourquoi? Pour avoir en particulier, je dirais, une réduction de la fatigue auditive, donc de l'ennui, et à ce moment-là, la capacité d'avoir une certaine durée d'écoute sur ces plateformes, et donc également une mémorisation. Comment? Comme je vous l'ai dit, par un contenu audio, mais quel contenu audio? C'est le contenu audio de la plateforme. Et ce contenu audio sera spatialisé et immergé dans des ambiances sonores que nous fabriquerons. Il faut savoir que dans ce projet, il y a une double originalité. Il va y avoir deux produits et deux originalités. La première, c'est celle du contenu audio de la plateforme qui va être augmenté et comment il va être augmenté. Et la deuxième originalité, elle est en lien avec la validation objective, proprement dite, de la qualité d'immersion sonore. Et cette validation de la qualité objective, ce sera une validation de la qualité d'engagement de l'apprenant sur cette plateforme. Donc bien sûr, on tient compte des attentes de l'apprenant. L'hypothèse pédagogique qu'il y a derrière. Donc c'est une hypothèse pédagogique qui requiert les experts en sciences de l'éducation, en sciences cognitives, mais nous pensons également qu'il faut que cela soit avec des personnes spécialistes de l'esthétique des arts numériques, parce que la plateforme telle que conçue
sera vu comme un objet, on va dire, esthétique. Ludique aussi, mais esthétique également. Et donc, quelle est l'hypothèse que nous faisons? En fait, c'est une hypothèse qui est celle de l'inhibition cérébrale positive. Donc, l'inhibition cérébrale positive, on a essayé de la comprendre de manière simple. Elle a été présentée par un laboratoire qui est vraiment réputé, qui est le laboratoire de psychologie du développement de l'université Paris-Descartes. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 3 systèmes cognitifs au niveau de l'apprentissage. Il y a le système cognitif qui est celui des automatismes, celui de l'intuition. Il y a le système cognitif qui est au contraire celui qui est plus lent, qui est celui de la logique, et le système de l'inhibition, c'est celui qui va être capable d'arbitrer entre les deux. Pour faire simple, disons en tout cas comment moi je l'ai compris simplement, si on vous demande d'écrire la petite phrase « je les mange », donc le mot « mange », l'automatisme va dire que « mange », on met un « s ». Pourquoi? Parce que juste avant, il y a « les » et que « les » c'est le pluriel. Mais si maintenant on est capable d'activer le système donc des algorithmes, à ce moment-là, on va dire, mais non, qui est-ce qui mange? C'est je, donc ça doit être au singulier, donc c'est sans S. Donc l'hypothèse que l'on fait, c'est que l'immersion de la voix dans des ambiances sonores de complexité croissante, de complexité différente, va être capable d'améliorer de provoquer cette inhibition positive. Le public sur lequel on va travailler, c'est un public cible que nous connaissons très très bien. Nous connaissons ses attentes depuis les premières années où c'est beaucoup plus ludique, c'est la recherche de stage, jusqu'aux dernières années où là on s'intéresse beaucoup plus c'est-à-dire on est beaucoup plus inquiet sur l'employabilité par exemple. Ce que nous avons également une très bonne connaissance sur la diversité sociale de ces étudiants. Et on a une très bonne connaissance de leur attractivité du français, mais il ne faut pas se le cacher aussi parfois de leur réticence vis-à-vis du français. Maintenant, ce qu'il est important de dire, cette démarche que nous avons n'est pas une démarche qui est uniquement pour ces étudiants, mais elle est valable pour un très grand nombre de publics, depuis les élèves du primaire jusqu'à des personnes justement qui sont en situation de handicap ou les seniors. Il ne reste plus que 2 slides. Je vous rassure, je sais. C'est pas grave, accrochez-vous, il ne reste plus que 2 slides. Ils sont importants. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quel est notre plan d'action? C'est-à-dire, on a fait vraiment une réflexion très, je pense, très solide, et on est vraiment enthousiasmé, on a fini par s'enthousiasmer nous-mêmes beaucoup pour le projet tel qu'il est présenté. Il y a 2 choses que l'on va proposer. Il y a d'abord le design de la base de données immersive, et il va y avoir la validation de cette base de données. Donc si on prend le design de la base de données, il va falloir que l'on fasse une enquête sur les besoins et les attentes audio des utilisateurs des plateformes. Il va falloir également que l'on spatialise, il va falloir spatialiser la voix du locuteur de la plateforme. Spatialiser, ça signifie que le locuteur va pouvoir parler sur l'oreille droite, sur l'oreille gauche, etc. Faire une mesure, une synthèse des ambiances sonores spatialisées qu'on est mises en situation, qu'elles soient réelles, qu'elles soient fictives, et là on fait confiance aux étudiants pour trouver des choses créatives, ou même qu'elles soient un mélange d'ambiance improbable. La dernière partie, la deuxième partie, le deuxième module, le deuxième produit que l'on propose, c'est celui de la validation, qui va être en 3 étapes. La première étape, c'est de faire un calcul a priori du score d'intelligibilité de cette base-là. Et ce score d'intelligibilité selon des ambiances, de paroles immergées dans des ambiances complexes, va être celle du natif qui comprendrait parfaitement le français, ce qui fait qu'on est capable de donner à l'apprenant, qui lui serait tunisien, le score qu'obtiendrait quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue.
Ensuite, il faut faire un protocole in vivo sur les portes d'apprenants et qui sera à la fois un questionnaire sur les aspects de l'engagement et des mesures de signaux physiologiques pour être, in fine, être capable de construire un score affectif qui va permettre de, vous ne le voyez pas bien, une validation de la base de données pour différents interlocuteurs. Quelles sont nos attentes? Quelles sont nos attentes de ce projet YALAB? Il ne faut pas oublier que nous avons ici la casquette d'entrepreneur. Donc il y a une attente au moment du projet, il y a une attente après le projet. L'attente pendant le projet, ce serait peut-être, avec l'aide des experts, d'arriver à faire un certain label des plateformes. Ça serait une attente pendant le projet, y compris le fait d'avancer dans le plurilinguisme. Et l'attente après le projet serait de continuer dans de nouvelles fonctionnalités, parce qu'on n'a pas livré le projet sur les 4 mois, et il y a des choses qui peuvent se faire cette fois-ci sur la voie de l'apprenant, de toutes sortes. Et il y a également le fait qu'on veuille disséminer le produit avec une approche B2B qui serait offerte par l'équipe YALAB et l'Institut français et ses partenaires. Voilà, merci à vous. Merci Madame Jaïdel. Et maintenant, je vais appeler Mohamed Ali Medeni pour Digital Cultural Experience. Petit problème technique avec les raccordements. Merci, bonsoir tout le monde. C'est moi. Madame Hamdali Medeni. Je suis le directeur exécutif de la start-up Digital Cultural Experience. Donc en fait, nous sommes une start-up qui offre pour la promotion du patrimoine et de la culture grâce aux nouvelles technologies comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. En fait, nous, notre approche se base déjà sur une approche scientifique. Donc,
collabore beaucoup avec les experts de chaque domaine. Mais aussi, on se base beaucoup sur la gamification et le storytelling. C'est un peu notre sauce, en fait. Et notre premier produit s'appelle Carthage VR, qui est une expérience en réalité virtuelle dans Carthage au IIe siècle avant Jésus-Christ, que vous pouvez d'ailleurs tester dans l'espace VR de l'Institut français ce soir. Donc c'est une expérience que certains d'entre vous l'ont déjà testée, mais qu'on a pas mal améliorée aussi depuis. Aujourd'hui, on a une version qui est gamifiée grâce au Creative Digital Lab. Et je salue Adol Benoît et toute l'équipe du CNCI pour le support qu'ils nous ont apporté. Nous avons aussi d'autres créations. Donc, depuis, nous collaborons avec Museum Lab pour la création d'expériences en réalité virtuelle et réalité augmentée pour des musées en Tunisie. Donc là, nous sommes sur une expérience en réalité virtuelle dans le musée de Kelkoué, sur le site archéologique de Kelkoué. De la réalité augmentée à Sousse, 2 tables tactiles, une au musée de la Monnaie et à Tunis, une au musée de Doga, et un dispositif avec des QR codes en fait dans la Médina du Kef, donc dans le nord-ouest. Nous sommes aussi en train de développer de nouveaux produits, nos propres produits. Voilà, je fais un peu de teasing, Wraps and Chips et le Builders en réalité virtuelle. Bientôt sur vos écrans de réalité virtuelle. Alors, c'est nos expériences, nos produits, on les présente, donc on participe à des événements culturels en fait pour présenter nos expériences, mais aussi on fait des journées de médiation culturelle dans les écoles ou avec des associations, comme ici à Mikhalet, où nous avons organisé une journée pour les élèves, les écoliers dans la région de Mikhalet, une région plutôt défavorisée, et on a passé une superbe journée avec des ateliers de réalité augmentée et réalité virtuelle, et c'était une très très belle expérience. Je tiens à saluer ici nos partenaires, Museum Lab, le type DCE, le Creative Lab et d'autres partenaires avec lesquels nous avons collaboré. Nous avons participé à une quinzaine d'événements en 2018, presque une dizaine en 2019, tout récemment donc le Paris Games Week. On a présenté Carthage VR, la version chasse au trésor de Carthage VR qu'on a présentée au Paris Games Week. Je peux vous dire que Carthage VR a eu beaucoup de succès auprès du jeune public parisien. Et bientôt, donc du 19 au 29, nous participerons à la Foire nationale du livre tunisien à la Cité de la Culture. Alors, malheureusement, c'est pas la bonne presse, mais c'est pas grave, je vais continuer. Donc, pour vous parler du YALAB, donc par rapport au YALAB, en fait, ce que nous présentons, ce que nous proposons, c'est une expérience en réalité virtuelle, une expérience culturelle pour un objectif pédagogique particulier. Donc, notre vision, c'est une expérience qui va être intégrée dans le curriculum, intégrée dans le cours et qui va intervenir à un moment précis du cours de langue. De deux, donc c'est une expérience culturelle, donc on va en profiter pour valoriser notre patrimoine et valoriser notre culture. Quand je dis notre, pas forcément de la culture tunisienne, on parle toujours de la culture tunisienne parce qu'on a démarré avec la culture tunisienne, mais bien sûr on est ouvert à d'autres cultures. On l'imagine aussi comme une expérience ludique où l'utilisateur, l'apprenant, il n'est pas juste assis en train de consommer de l'information comme s'il était en train de regarder un film, mais plutôt il va être acteur. Il va être acteur et on va l'inciter à interagir, on va l'inciter à s'exprimer aussi en français. Et en fait, dans cette expérience, il va y avoir plusieurs acteurs. Donc il y a l'apprenant en lui-même, bien sûr, qui va mettre le casque. Il y a l'enseignant qui est là déjà pour introduire l'expérience, pour accompagner donc la personne qui porte le casque. Mais bien sûr, il va construire
après l'expérience, il va construire, sur l'expérience qu'a eu l'apprenant, il va construire son cours, il va construire toute une discussion autour donc, de la thématique et de l'objectif pédagogique objet de cette expérience. Il y a aussi les autres participants, les autres élèves qui n'ont pas de casque. Et ceux-là, ils ne vont pas juste rester là en train d'attendre, mais on imagine aussi qu'ils peuvent être acteurs de l'expérience. Donc il y a l'expérience ne se limite pas à l'intérieur du casque, mais on imagine bien un rôle pour les autres élèves. Il peut même y avoir une communication et une collaboration entre la personne qui porte le casque et les personnes qui ne portent pas le casque. Donc c'est un projet, donc ça c'est notre vision de ce projet-là, de ce concept-là. Après c'est de la co-création, et donc dès le départ jusqu'à l'évaluation, nous allons faire appel donc aux professionnels, aux experts de la didactique, de l'apprentissage et aux apprenants eux-mêmes. Ça c'est très important d'intégrer les élèves, ces jeunes sensibles, pour développer ensemble cette expérience. Donc les objectifs de cette expérience, c'est déjà la motivation à l'apprentissage. On a un objectif pédagogique qui est clair, qui est bien défini, mais aussi donc, de tester de nouveaux mécanismes d'apprentissage en réalité virtuelle, mais aussi toute l'interaction qui peut y avoir autour avec l'enseignant et avec les autres collaborateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous pour votre attention. Merci à nos porteurs de projets en cours de sélection. J'aimerais remercier Sophie Renaud pour sa confiance et Claudiption et nos collègues de IF Paris qui se sont déplacés. Merci beaucoup, on est très contents en fait d'être là ce soir. C'est un projet qui se concrétise petit à petit et j'espère qu'on va se revoir très vite, normalement d'ici janvier, pour vous annoncer les candidats sélectionnés. Donc bonne soirée, je vous invite à aller boire un verre et à très bientôt. Merci pour votre présence.